Hello, c'est Greg. Dans cette vidéo, je vais te partager 4 règles que j'ai notées, que j'ai retenues du livre de Donald Trump qui s'appelle The Art of the Deal. En français, on pourrait traduire ça par l'art de la négociation. Alors ce livre-là, il n'est plus disponible en français, il est disponible que en anglais. Je l'ai lu là récemment et en fait j'ai trouvé qu'il y avait certaines choses qui étaient intéressantes. Alors il parle beaucoup de sa vie, de ce qu'il a réalisé et en fait j'ai retenu surtout 4 grandes règles de ce livre-là et je vais te les partager. Alors on met de côté toute la partie politique, on se focalise uniquement sur la partie immobilier car comme tu le sais, Donald Trump, il a fait son succès principalement dans l'immobilier. Il a fait énormément de choses. Il a construit plusieurs tours, casinos, bref, il a quand même fait pas mal de choses et on peut toujours s'inspirer des gens qui ont eu du succès, surtout dans le domaine de l'immobilier car c'est la chose qui nous intéresse. Alors déjà, ce livre, The Art of the Deal, il a été écrit entre les années 80 et 90. Exactement, il a été publié en 87. Donc si tu veux le lire, c'est The Art of the Deal de Donald Trump. Et comme je te l'ai dit, il est disponible uniquement en anglais. Il n'est plus disponible en français. Et je vais te résumer concrètement 4 règles que j'ai retenues de ce livre-là. Alors déjà, la première règle, qu'est-ce que c'est? Ça va être de penser grand. Quand je te dis penser grand, c'est si on pouvait traduire ça par rapport à nous qui sommes dans l'achat-revente de biens immobiliers, tout du moins si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement que l'immobilier t'intéresse et peut-être plus particulièrement l'achat-revente de biens immobiliers. On peut faire des petits projets pour se faire la main, pour vraiment débuter, mais si vraiment on veut connaître un certain succès, si vraiment on veut quand même réaliser de très belles marges, il faudra se positionner sur des projets qui sont beaucoup plus conséquents. Par exemple, lui à un moment donné, qu'est-ce qu'il disait? Il disait qu'il voulait construire un hôtel. Alors un hôtel, ok, c'est intéressant, mais en fait il disait que si par exemple on construisait un hôtel plus un casino à côté, on pourrait faire beaucoup plus d'argent. Si on peut retranscrire ça par rapport à nous qui sommes ici, qui veulent réaliser des opérations d'achat-revente, peut-être que tu peux débuter par des petites opérations pour te faire la main, mais après si vraiment quand même tu voudras réaliser de très belles marges, il faudra que tu te positionnes sur des projets qui sont beaucoup plus conséquents. Quand je te dis faire de très belles marges, qu'est-ce que c'est? Ça va être quand même faire des marges de plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est sûr que si tu te positionnes sur un petit appartement qui va faire 15-20 mètres carrés ou même 50 mètres carrés, peut-être que ça va être difficile de faire 100 000, 200 000, 300 000, 400 000, 500 000 euros de marge ou même beaucoup plus. Je pense que quand tu vas vouloir réaliser ce type de marge-là, il faudra que tu vois beaucoup plus grand et que tu te positionnes sur, bien sûr, des projets qui sont beaucoup plus conséquents. Quand je dis des projets beaucoup plus conséquents, ça peut être des projets à 400, 500, 600, 700, 800 000 euros où tu réaliseras peut-être plusieurs centaines de milliers d'euros de marge. La deuxième règle que l'on va voir, c'est avoir plusieurs plans. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, quand tu vas te positionner sur un projet, il faut toujours, entre guillemets, que tu aies des plans de secours. Des plans de secours, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en général, quand tu vas te positionner sur un projet, tu vas toujours avoir plusieurs plans dans ta tête. Tu vas te dire, moi sur ce projet-là, je voudrais réaliser telle chose ou telle chose, mais si par hasard ça se passe mal, eh bien j'aurai peut-être une solution de secours ou j'aurai peut-être une troisième solution de secours. Et ça, Donald Trump, dans son livre, il le précise bien, c'est vraiment très très important. À chaque fois qu'il va se positionner sur un projet, il a toujours plusieurs plans à côté au cas où le premier plan ne marche pas. Je te donne un exemple au hasard. Imaginons tu te positionnes sur un bien où tu veux faire une division parcellaire. Donc une maison avec un grand terrain à bâtir, tu veux le diviser. Ton premier projet, qu'est-ce que c'est? C'est d'avoir une autorisation pour pouvoir faire la division de ce terrain à bâtir. Si ça se passe mal, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que par exemple, ton deuxième plan, ce sera directement de sortir du projet? Donc tu as bien ficelé ton compromis de vente et tu sais que tu as mis des conditions suspensives qui vont te permettre de sortir du projet facilement. Ou par exemple, si tu ne peux pas faire ta division parcellaire, est-ce que tu vas garder le projet et tu vas faire la rénovation de la maison, ce qui pourra te permettre peut-être de générer moins de marge, mais quand même ce sera un beau projet. Tu vois, tout ça mis bout à bout fait que tu as toujours des plans de secours. Donc dans tous les cas, ce qui est très important, c'est que quand tu positionnes sur un projet, il faut toujours que tu aies un ou plusieurs plans de secours. Troisième règle à retenir qui est issue du livre, c'est en fait déjà d'une, ne pas avoir de sentiments avec les biens sur lesquels tu te positionnes. Et deuxième chose, être ferme avec ses collaborateurs.
Toujours avoir une bonne entente, mais être ferme. Alors, je t'explique. Quand on dit ne pas avoir de sentiments par rapport aux biens sur lesquels on se positionne, c'est que des fois, sur certains biens, par exemple, tu vas te positionner sur un appartement qui est super bien placé, tu as eu un coup de cœur, tu te dis « Waouh, oui, il est super, moi je vais faire une rénovation ». Et en fait, quand tu vas faire la rénovation, tu vas tellement avoir des sentiments et des émotions qui vont être impliqués que tu vas vouloir faire des choses que peut-être tu n'aurais pas fait si tu étais détaché. C'est-à-dire qu'en fait, là, tu ne vas pas penser avec raison, tu vas penser avec tes sentiments, avec tes émotions et peut-être que tu vas exploser le budget de la rénovation. Parce que ça te tient à cœur, tu voudrais mettre tel type de cuisine, tel type de matériaux, mais ça en fait, ça explose le budget. C'est beaucoup trop cher pour ce type de rénovation-là, surtout quand tu veux faire un achat rénovation-revente. Donc dans tous les cas, quand tu te positionnes sur un bien, dis-toi une chose qui est très très importante, on n'a pas de sentiment, on n'a pas d'émotion par rapport aux biens sur lesquels on se positionne. Il faut uniquement penser chiffres, rentabilité, raison. Une autre chose également, c'est qu'il précise bien que quand tu vas collaborer avec des personnes, tu vois par exemple avec des artisans ou autres, toujours avoir une bonne entente, d'accord? Toujours respecter les collaborateurs avec qui on travaille, mais par contre, il faut vraiment être ferme. À un moment, il donnait un exemple qu'il y avait une personne qui devait réaliser des travaux pour lui et en fait, vu qu'il avait des retards sur les travaux qu'il était en train de réaliser, il allait avoir des pénalités d'environ 100 000 ou 150 000 $. Et en fait, il a appelé cet entrepreneur en lui disant concrètement qu'il fallait qu'il passe la seconde et qu'il fallait qu'il accélère dans les travaux parce que là, sinon, il allait se prendre une pénalité et que s'il voulait continuer à travailler avec lui et avoir des chantiers et avoir une bonne réputation, eh bien, il devait vraiment accélérer sur ce chantier-là parce que sinon, ça n'allait pas bien se passer. Alors là, je te fais un petit peu le résumé, mais concrètement, si je peux te donner un exemple personnel, là, dernièrement, je me suis positionné sur plusieurs biens où je faisais achat, rénovation, revente. Donc, j'achète un appartement, je fais de la rénovation et également, je vais le revendre. Première chose qui est très importante, c'est avoir une bonne entente avec les personnes avec qui tu collabores. Je t'avouerai que c'est toujours mieux de bien s'entendre avec ces personnes-là que de travailler sous tension. Ce n'est pas spécialement ce que j'apprécie. Une autre chose, c'est qu'il faut toujours être ferme par rapport à ce que tu demandes. C'est-à-dire que tu vas être confronté en général à ce genre de problème, c'est-à-dire peut-être que tu vas donner une instruction et l'artisan, peut-être qu'il ne va pas suivre à la lettre ce que tu vas dire. Tu vas lui dire de mettre une prise électrique ici, peut-être que la prise électrique elle va être mise là. Et toi, c'est très important que tu donnes les bonnes instructions, mais surtout que tu sois ferme. Peut-être que la personne peut te dire c'est exactement pareil de mettre la prise ici, mais non. Peut-être que ici, il y a une raison pourquoi tu as voulu la poser là et tu n'as pas voulu la poser 50 cm à côté. Une autre chose, par exemple, les délais. Souvent, quand tu vas faire des travaux, tu peux être confronté au retard. Personnellement, là en ce moment, je fais la rénovation d'un appartement. Il y a quelques jours de retard pour plein de petits détails. Et ça, en fait, il faut quand même que tu sois un minimum ferme. Régulièrement, je passe sur le chantier. Je passe en général 2 fois par semaine. Et à chaque fois que je passe sur le chantier, je regarde tous les détails qui ont été réalisés et je dis qu'il faut que le chantier soit vraiment fini à temps. Bien sûr, j'essaie quand même d'être un minimum diplomate. Il ne faut pas non plus s'énerver et monter dans les tours, mais il faut quand même être ferme et faire en sorte qu'il respecte les délais qui ont été fixés dès le début. Ça, c'est quand même assez important. Quatrième règle, ça va être de bien connaître son secteur. Ça, c'est très important dans l'immobilier, c'est vraiment la base. Quand tu vas vouloir investir dans l'immobilier, que ce soit pour faire de la location, de l'achat-revente, tu dois connaître ton secteur, tu dois connaître ton marché. Et ça passe par plusieurs choses. Par exemple, ton secteur, est-ce que c'est un secteur populaire? Est-ce que c'est un secteur recherché? Est-ce que c'est un secteur haut de gamme? Également, tu dois connaître les prix qui se pratiquent. Tu sais, dans une rue, des fois, on peut avoir plusieurs prix au mètre carré qui vont se pratiquer. Par exemple, dans la même rue, tu peux peut-être avoir un immeuble qui est peut-être mal réputé et au final, cet immeuble-là, il a un prix au mètre carré qui est assez bas comparé peut-être au même immeuble qui est au bout de la rue, mais cet immeuble-là, il est récent, il est bien entretenu, il y a des appartements qui sont super beaux à l'intérieur, peut-être avec terrasse, peut-être avec plein de prestations qui sont intéressantes, et au final, le prix du mètre carré, il est complètement différent. Donc vraiment, une des choses importantes, c'est bien connaître ton secteur, bien connaître ton marché, et il explique aussi que c'est toujours intéressant de poser des questions. De poser des questions, surtout aussi quand tu fais des visites.
Pose des questions aux agents immobiliers. Essaye d'être curieux. Ça, c'est vraiment très très important. Pose un maximum de questions à l'agent immobilier et tu vois ce qu'il te dit. Et en général, quand tu vas poser des questions, tu vas réussir à te faire une idée. Voilà les 4 règles que je voulais te partager, que j'ai retenues en lisant le livre de Donald Trump. Moi, je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je te dis à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à liker, ça me fait toujours plaisir, et à t'abonner à la chaîne. On parle d'achat, revente de biens immobiliers. Je te partage pas mal d'astuces, de stratégies au sujet de l'achat-revente. Donc moi, je te dis à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!